Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Le futur contingent, la future armée que veut faire Macron, c'est avec nos territoires qu'ils veulent la faire. L'école se casse complètement la gueule et ils veulent rien faire pour l'améliorer. Ils veulent que l'armée remplace l'école chez nous. Oui, c'est bien un cours. Un appartement, des acteurs, un message. On s'est poussé ensemble, on mangeait ensemble, on a fait la fête ensemble, on mourait ensemble, on s'enterrait ensemble. Et puis maintenant, on a les ethnies. Nord-Ouest, Belgrade, Italie demain soir, et après l'Italie. C'est le Sud global. Bonjour et bienvenue dans Un cours en dit long, une émission sur Canal B à diffusion irrégulière consacrée au cinéma breton. Le principe est simple. On invite des cinéastes ou créateurs et créatrices de fiction, de documentaires, d'animation à venir parler de leurs pratiques, de la manière dont les films se fabriquent et se pensent. À mes côtés, Léo Audazin, auteur, réalisateur, cofondateur du collectif de cinéma Fermeute. Salut Léo. Bonjour, Lumina. C'est le 7e épisode. Vous pouvez retrouver les autres sur YouTube, sur la chaîne du Cinéma est mort et sur le site de Canal B. L'émission d'aujourd'hui, donc en fait, on a profité de la sortie le 13 mars du film Nommé. Et on a le grand plaisir d'accueillir son réalisateur bissau-guinéen, Sana Nanada. Bonjour Sana. Bonjour. Ainsi qu'Olivier Marbeuf qui a coécrit et coproduit le film avec la société Spectre Productions qui est basée à Rennes. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc en quelques mots, Nommé se passe en Guinée-Bissau en 1969. Une guerre violente oppose l'armée coloniale portugaise aux guérilleros du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée. Nommé quitte son village et rejoint le maquis. Après des années, il rentrera en héros, mais la liesse laissera bientôt la place à l'amertume et au cynisme. Léo, je te laisse poser la première question. Oui, c'est une question assez simple et en même temps un petit peu compliquée, puisque pour sortir un peu de la présentation académique qu'on fait généralement en radio, nous avions envie de vous demander s'il était possible que vous vous présentiez, mais chacun, c'est-à-dire Olivier que tu présentes Sana, et Sana que tu présentes Olivier, et que vous nous racontiez un petit peu qui est l'autre pour vous. Pour faciliter la tâche, je vais commencer pour aider Sana. Donc déjà, Sana Nanada est né en 1950 en fait, en Guinée-Bissau. C'est intéressant parce que finalement la question de la présentation de Sana recoupe aussi le film Nommé, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnages dans ce film un peu choral qui sont un fragment de Sana. Des gens qui ont grandi à la campagne aussi, dans le contexte culturel des Balantes, qui sont animistes, dans une société aussi encore prise dans les traditions africaines, c'est-à-dire vraiment avec des fonctionnements de villages et de transmission assez précis au niveau aussi culturel et cultuel, et dont lui et sa famille vont être aussi rattrapés par la guerre. Et comme dit Sana, certains sont partis à la guerre par conviction, et lui, la guerre est venue le chercher dans son village. Donc c'est aussi... et d'ailleurs, Nommé raconte assez bien, finalement, à travers ce personnage-là, qui est un homonyme, donc qui pourrait être tous les Guinéens, les différentes manières, raisons et motivations par lesquelles on entre dans la guerre, qui ne sont pas que des motivations héroïques. Dans le cas de Nommé, dans le film, c'est loin d'être héroïque. En fait, il fuit une jeune femme qu'il a mis enceinte, et il fuit un petit peu les risques des représailles en fait, de la société traditionnelle sur cette histoire de sexualité interdite en dehors des mariages et des rites en fait qui doivent l'accompagner normalement. Donc il fuit et puis il rencontre les guerrieros et il va s'engager et puis il va devenir une autre personne. Donc ça c'est une histoire, mais Sana lui a été pris aussi dans la guerre et déjà il a aussi je pense que les franciscains, tu avais appris à lire et à écrire, et donc tu avais été aussi chargé de transmettre ce savoir-faire d'écriture et de lecture à d'autres, donc avec peut-être la perspective de devenir enseignant. En tout cas, tu l'as été de manière provisoire avant d'être engagé aussi comme infirmier dans la guerre et sur le front, et on voit bien les figures aussi dans le film qui représente aussi cette figure de l'infirmière Kitty notamment,
donc est en fait encore pour moi une espèce d'écho du parcours de Sana dont il nous parlera. Et puis ensuite, il y a la rencontre avec Cabral qui, lui, a un projet très clair et très ambitieux et très avant-gardiste en fait pour la Guinée-Bissau, qui se limite absolument pas à la guerre en fait. Pour lui, le premier agenda, c'est chasser les Portugais du pays, mais il est conscient que le vrai combat à mener va être un combat de la construction de la Guinée-Bissau comme un pays moderne. Et voilà, à un moment donné, ça va passer notamment par le fait de trouver aussi une langue collective qui va être le créole en fait, qui, à la différence du créole des Antilles, d'où je viens, n'est pas juste une langue organique, mais ça va être aussi une langue qui va exister dans les villes et qui va être diffusée par le PIGC, avec l'idée de créer une langue commune dans un espace où il y a une trentaine ou une quarantaine de dialectes, donc un espace dans lequel se comprendre pour pouvoir agir ensemble, surtout dans une lutte, est un enjeu important. Donc le créole va être imposé comme langue vernaculaire, et c'est intéressant parce que donc Cabral pense à fonder un nouvel État, pas à partir d'une langue coloniale, comme ça a pu exister ailleurs, mais vraiment avec une langue qui est intrinsèquement liée à l'histoire de la Guinée et à la rencontre entre les Guinéens et les Portugais. C'est un créole portugais. Donc Sana va être choisi parmi 5 autres personnes pour devenir cinéaste, premier cinéaste de la Guinée, puisqu'en fait, en plus d'une vision très très moderne de l'agriculture, qu'on pourrait dire écologique aujourd'hui, une vision de la société avec l'égalité des hommes et des femmes chez Cabral, donc aussi quelque chose qui pourrait être une vision féministe comme on dirait aujourd'hui, mais bien avant ce moment-là, il a aussi une vision de la manière de construire une nation à travers la circulation et l'unité que pourrait composer le cinéma. Donc on pourrait dire que c'est presque une pensée pré-Internet, pour montrer à quel point tout ce que pense Cabral est très en avance sur son temps, parce qu'il imagine le cinéma comme une manière de filmer des réalités du pays qui, au niveau de sa géographie, devient presque une archipel à la saison des pluies, donc on ne peut pas circuler dans toutes les parties de la Guinée. Mais le cinéma, comme élément de lien, on va filmer ce qui se passe dans différentes régions, faire circuler les bobines, faire des cinémas mobiles, faire en sorte que tous les Guinéens aient le même niveau d'éducation, d'information et de connaissance du pays. Donc Sana va partir à Cuba. Et pendant les années à Cuba, il va se former au cinéma et revenir ces 2 dernières années du conflit pour les filmer et filmer les premières heures de l'indépendance. Voilà. Après ça, l'histoire est longue. Donc on pourrait dire qu'en tout cas, Sana, au moment de cette indépendance, malheureusement, elle est précédée par la mort de Cabral, son assassinat. Et avec lui, je crois pouvoir dire la fin d'une certaine utopie de la nation guinéenne. Et tout un ensemble de problèmes qui vont se présenter au jeune État jusqu'au coup d'État des années 80. Mais donc Sana va jouer un rôle, en tout cas, dans les premiers États guinéens, s'occupant aussi de l'Institut du cinéma. Va avoir produit avec d'autres de ses collègues, dont Flora Gomes notamment, un nombre de films qui vont parfois pas développer, parfois qui vont disparaître, parfois disparaître à la fois physiquement à cause du climat dans lequel sont conservés ou pas bien conservés, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de soutien international autour de la guerre, de ce conflit guinéen. Et Cabral sait dès le départ qu'il faut médiatiser le conflit. Donc le cinéma joue un rôle pour le médiatiser, ce qui fait qu'il y a des bobines qui vont circuler, je sais pas, en Norvège, en Russie, en Algérie, mais parfois c'est les seuls endroits où elles sont encore. Donc comme dit expliquera Sana, il y a encore beaucoup d'images, parmi celles qui ont été récupérées, il y en a encore beaucoup qui circulent dans des archives, on ne sait où, et qui sont des images qui parfois lui-même l'a filmé mais n'a jamais vues. Voilà, je crois avoir fait un résumé d'une vie qui est une longue vie, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de détails à donner, mais ça donne peut-être une image, et ça montre aussi en quel point Nommé est pour moi en partie un film biographique de Sana. Et toi, Sana, pour toi, qui est Olivier Marbeuf? Et peut-être un mot sur votre rencontre. C'est une grande responsabilité, là. Je suis surpris, je n'étais pas préparé pour ça, mais... Vous savez, j'ai grandi dans un pays qui s'appelle Cuba, qui est le premier pays que je découvre avec la lumière, avec des livres. J'ai fait le lycée là-bas, un peu. Et à l'époque, le monde était divisé en 2. Le camp socialiste et l'autre camp qu'on appelait de l'autre côté. De ce côté, on l'appelait communiste. Et les autres, on appelait ce camp-là des impérialistes. Moi, je venais d'un milieu, je suis paysan carrément. Quand j'ai été happé par la lutte, à 13 ans, je connaissais à peine mon village, quelques 4-5 000 personnes, c'était un gros village. Et puis, je suis dans le maquis, je fais
Je subis tout ce qui se passe là-bas pendant 4 ans. Et puis je débouche, on me choisit, je ne sais pas trop pourquoi. On me choisit, je me présente à Conakry et on me dit que je ne vais plus faire la médecine, ce que je tenais à faire. Je vais faire le cinéma que je ne connais pas. Donc, mais tu n'avais vu aucun film avant d'aller donc ça c'était moi. Alors, de l'autre côté, de chaque côté, on ne voyait pas clair. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas clair de chaque côté ce qui se passe réellement de l'autre. Et moi qui suis au milieu, qui circulé partout, je suis surpris, agréablement surpris, de connaître des gens comme Olivier. Donc, un jour, j'ai eu un pays qu'on appelle Guinée-Bissau. Il y avait une ambassade, il y avait plusieurs ambassades, surtout de camps socialistes, mais il y avait une ambassade française. J'avais fait j'ai présenté un projet de film, parce que je voulais faire des films sur la lutte, comme Cabral nous avait demandé. Alors j'avais déposé quelques 10 pages, demandant un financement pour... Quand j'ai compris qu'il n'y aurait jamais un film produit en Guinée-Bissau, Flora et moi et José Boulam, finalement on a compris ça. Mais on ne laissait pas partir. À l'époque, dans mon pays, pour sortir, il fallait un visa de sortie. Donc, je voulais faire la médecine, mais je ne pourrais pas. Donc on a compris qu'il n'y aurait pas une politique de cinéma dans notre pays. Donc chacun s'est mis à se débrouiller pour faire quelque chose. Donc j'ai déposé 10 pages à l'ambassade française. J'ai eu la surprise de recevoir une lettre du ministre de l'Éducation française de l'époque, qu'il écrit qu'il va financer, il va contribuer au financement de films à un auteur, je ne me donne pas. C'est cette lettre-là encore. Donc la première surprise, c'était ça. Mais ça, c'était l'indépendance déjà. Moi, quand il y a eu le coup d'État au Portugal, le 25 avril, donc quelqu'un m'a pris dans un avion militaire de Conakry à Bissau, de Bissau à Praia. Le Portugais était à Bissau, les soldats étaient là. Ils s'étaient en train d'embarquer pour Lisbonne. Oui, on a passé à Bissau, on est en septembre, alors que le PGC n'était pas entré à Bissau. On est allé au Cap-Vert, parce qu'on a lutté pour la Guinée et le Cap-Vert. Le Portugais était aussi au Cap-Vert. Ils ne partiront pas qu'une année après. Donc, d'abord, l'avionnette, le type d'avion, de marque allemande, Dornier, quelque chose comme ça, qui était un avion d'observation, que chaque fois qu'il faisait des tours autour de nos bases, à chaque fois qu'il montait un peu plus haut, ça signifiait qu'il laissait la place aux bombardiers. Alors, cet avion-là m'a pris, avec le pilote, on est deux, le pilote et moi, on va à Bissau. Je vais voir les pilotes de chasse qui nous tuaient avec les bombes. J'en trouve 2 dans un restaurant, dans une messe des forces aériennes. On me met en présence des 2 pilotes. Il y a un choc. J'ai salué, personne n'a répondu. Ils ont cessé de parler, ils sont partis. Je suis resté là la moitié de la journée, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher pour me donner où dormir. Donc, c'est ça la première impression. On entendait beaucoup de choses en Guinée-Conakry, au Sénégal, dans le Maquis, en Tunisie, en Allemagne, où j'étais avant. De l'autre côté, de ce côté-ci, oui, j'ai eu la surprise de trouver quelqu'un aussi sympathique pour pouvoir payer un film que je faisais, de mon point de vue, qui était forcément opposé à celui-là. Donc c'est la sorte de surprise qui m'a été agréable pour moi. La lettre de Jack Lang, disant qu'il va filmer mon film, et me remettant à CNC. Puis je suis à Bissau.
C'est le pilote qui faisait l'observation pour qu'on soit bombardé qui m'amène à Bissau. Bon. Et puis, je vais à Lisbonne, et je vais au Cap-Vert. Les Portugais sont là. Il y a un meeting par le Pedro Pires, le futur président du Cap-Vert. C'est le policier militaire qui gardait notre délégation. C'est les combattants du PGC qui étaient là en plein jour la première fois. Bon, le fait que ce soit le policier militaire qui nous garde, c'est bon. Il y a des choses comme ça. Je parle de surprises agréables. Bon, quand je vais découvrir l'indépendance du Cap-Vert, une année après, je vais aussi dans un avion militaire. J'arrive là-bas. L'indépendance est faite le 5 juillet. Je suis invité à l'Union soviétique. Je prends un avion militaire jusqu'à Lisbonne. Je trouve Mario Soares et Álvaro Cunhal qui faisaient des meetings à Lisbonne. C'était vraiment chaud. L'ambiance était un peu médusée. Donc j'ai commencé à voir. Mais personne ne s'intéressait à moi. D'abord, ils ne savent pas qui je suis. Enfin, ils ne savent pas. J'ai eu cette surprise-là. Puis, le temps passe. Et un jour, Luis Correa est venu à Bissau, invité par nous. Il offre de l'argent qu'il avait pour faire des films en Guinée-Bissau, mais il ne connaissait pas de cinéastes. Il nous a proposé à Flora, à moi et à Suleiman, l'argent qu'il doit rendre s'il ne fait pas un film sur notre pays. Donc, moi j'avais une histoire prête, écrite, j'avais de quoi. Mais on a voulu prioriser Suleiman Biaye, qui n'avait pas fait grand-chose en matière de film. Mais il n'était pas prêt. Alors moi j'en ai profité pour faire un film produit par un Portugais. Ouais, c'est Luis Correa qui est le coproducteur de Nommé aujourd'hui. C'est pas aussi lui qu'on a que le... De surprise en surprise, je prends la lettre de Jacques Lang, je vais en Hollande, je trouve un financement là-bas, coproduit par Jacques Bidou, français. Un jour, je suis, il y a 7-8 ans, je suis à Lisbonne, à Guimarães, au nord de Lisbonne, dans une conférence. Je suis arrivé en retard, j'avais perdu un peu les dates. J'arrive dans une salle, il y avait plein de monde. La personne que je connais, c'était Philippe César. J'entre dans une salle, les gens étaient là-bas. Je trouve une chaise vide, je m'assois, celui qui était à droite, c'était lui. Donc, eh bien, on ne se connaît pas, mais on a fini par se connaître, pour qu'on a fait, je crois, 2 ou 3 jours. Et peu de temps après, on se retrouve chez Philippa, en Allemagne, à parler de film Nommé. Okay. Philippa César, que tu as produit aussi plusieurs fois. Oui, moi, Philippa, on se rencontre autour de 2011, et c'est un peu le moment où, avec Sana, il retrouve les traces de ces fameuses bobines à Bubois. Donc, ce qu'il en reste, quoi, il en reste. Il retrouve les bobines de ces large partie des images que Sana a fait avec Flora et d'autres à la fin de la guerre et puis au début de l'indépendance, c'est qu'ils avaient été un peu perdus, égarés, stockés, déstockés, mal stockés. En tout cas, il les retrouve et il démarre un travail de numérisation qui va être fait par Arsenal à Berlin et qui représente plus ou moins 30% de ce qui est sauvable, comme ça, sur ces bobines-là, et qui sont numérisées. Et donc, moi, c'est vers ce moment-là que je rencontre Philippa une première fois à Paris, puis on discute, et puis je commence à découvrir les archives par petits morceaux, parce que tout n'est pas numérisé d'un coup, et notamment parce que Philippa, dans ses propres films, dialogue avec ces archives qui ressortent de terre. Et moi, à travers ces archives-là, je suis le fil, parce qu'on va faire plusieurs films avec Philippa, 4 ou 5. Et voilà, des films d'art, des choses petites, des choses plus ambitieuses. Peril, qui va être à Berlin en 2016. Voilà, on a une histoire un peu commune
que j'ai moi souvent avec les gens avec qui je travaille, de compagnonnage. On fait beaucoup de choses ensemble. Moi, j'ai coécrit et travaillé avec elle aussi sur Mind Soul, qui est le Soul Miné, qui est un peu le premier film qu'elle a travaillé. Donc moi, j'ai l'habitude d'entrer dans des contextes qui sont pas toujours ceux que je connais, mais m'immerger en fait au fil des collaborations et puis finir par vraiment être dans un élément que je connais depuis une perspective qui est mon histoire de Français et des Antilles, quoi, qui est donc effectivement dans le camp impérial, un endroit un peu bizarre parce que géographiquement c'est le sud global et donc évidemment moi j'ai un passeport français et je peux dire que quand on passe les frontières, faut pas rigoler, c'est fait une grosse différence d'avoir un passeport français, même par rapport à d'autres Caraïbéens qui sont ou indépendants ou voilà, je peux pas dire que je suis pas français parce que en tout cas j'ai un passeport français qui fait que j'ai pas de visa pour aller partout dans le monde sauf en Corée du Nord, donc ça fait une différence énorme, sauf que ma famille, mon histoire, et l'histoire d'une diaspora de cette région de la Caraïbe, et c'est quand même à travers ce regard-là, parce que c'est une région coloniale et c'est des colonies encore aujourd'hui, que je regarde toutes ces histoires-là. Donc c'est pas tout à fait comme un regard français, parce qu'aussi les Antillais sont très massivement originaires de la même côte, entre la Guinée, le Bénin, et voilà, c'est les populations qui ont été esclavisées et qui ont été emmenées de l'autre côté. Donc on est des descendants des Guinéens, des Béninois, de toutes ces côtes-là en tout cas. Donc il y a un lien, et évidemment moi j'ai un regard qui est aussi différent de celui de Philippa, parce qu'elle est portugaise, son père a été engagé dans la guerre, dans les guerres coloniales, et ça a été une vraie tension pour elle, parce qu'il a été engagé un peu forcé. Et donc son histoire, elle vient aussi d'une perspective émotionnelle qui n'est pas du tout la même que la mienne. Moi, je ne me sens pas du tout en situation de culpabilité par rapport à la question coloniale, parce que c'est dans l'histoire de ma famille aussi. Et j'ai plutôt une connaissance de comment la colonisation fonctionne en termes relationnels, émotionnels, au-delà même des guerres coloniales qui souvent focalisent l'intérêt des gens. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que produit en termes de mode de relation la question coloniale jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle la colonialité. C'est-à-dire comment les gens se comportent, Et quand je rencontre Philippa, je lui dis que moi, quelque part, je suis sensible à tout un ensemble de choses qui sont pas simplement ce qu'on dit, pas simplement ce qu'on veut faire croire, mais juste comment on agit, quoi. Et ça, je le regarde parce que je viens d'une société où on a été beaucoup amené à regarder le colon français. Et donc j'ai une manière d'agir qui est différente parce que j'observe des choses dans le non-verbal, j'observe des choses, comment elles sont organisées, je me pose des questions qu'on ne se pose pas quand on ne vient pas de ces histoires-là. Donc tu en parles beaucoup dans Ensuite des coloniales, c'est un petit peu le... Oui, mais c'est un peu un sujet que j'essaie d'explorer en essayant de réfléchir à comment dans mon parcours, si ce n'est ma carrière dans le monde de l'art, j'essaie de montrer comment, tout en étant de nationalité française, je regarde les choses d'une autre manière. Et que cette autre manière-là, elle est assez peu connue, et j'essaie de la faire comprendre et de la partager en disant il y a des choses auxquelles tu crois pas quand tu es antillais, en fait. On te dit A, mais toi tu comprends B, on te dit quoi, c'est l'habitude, en fait. Et donc cette habitude-là, en fait, jusqu'à très longtemps, en étant des populations assez minoritaires, on n'en a rien fait. Suite décoloniale, comme d'autres de mes travaux d'écriture, sont une manière de poser, en fait, le fait que maintenant il est temps, en fait, que ce point de vue-là compte. Tout ce que j'ai fait, moi je l'ai fait parce que je viens de quelque part en particulier, autant socialement, c'est-à-dire des milieux populaires français, que géographiquement des Antilles, et puis d'une diaspora, c'est-à-dire des gens qui sont perdus entre deux mondes, et qui sont toujours en train de circuler, ce qui fait que moi je suis reçu à l'international par l'Institut français comme représentant de la France, et quand les gens voient ma tête et j'arrive, c'est toujours un truc un peu... ils espèrent avoir un Français, et puis ils se disent « Ah merde, on voulait un Français », et là, ça m'est arrivé en Argentine récemment, voilà, ils se disent « Oh bon, ouais, on pensait avoir un Français, quoi, tu vois », et donc ils ont tout le discours de l'État français, qui est, bon, évidemment, avec quelqu'un comme moi, ne marche pas très bien. Mais pour dire, voilà, quand je rencontre en tout cas Philippa, on commence à travailler ensemble. Il y a ces archives-là qu'on voit, donc elle me parle de la Guinée, elle me parle de ce qu'ils ont découvert, mais j'ai pas encore rencontré Sana, que j'ai rencontré pas mal d'années plus tard. On va se retrouver après aussi à circuler avec Philippa pour Spell Real et à voir, comment dire, et Sana était là aussi comme un grand témoin par rapport à ce film-là. Et à un moment donné, je crois que je lui dis, mais toi, du coup, tu fais encore des films? Question, je pense que pas beaucoup de gens lui avaient posé, parce qu'il était là comme grand témoin du film de Philippa et des images qu'on voyait de la Guinée, que met en scène le film de Philippa César, Spell, c'est vraiment la tentative de refaire un cinéma mobile en Guinée, le rêve de Cabral de le refaire aujourd'hui. Mais moi, je m'interroge, et ça c'est typiquement lié à mon parcours, à dire, mais toi, là, juste pas comme grand témoin, mais comme cinéaste, est-ce que tu es encore un cinéaste? Et là, il a un scénario, Sana,
comme toujours prêt, parce qu'il a toujours beaucoup de projets déjà prêts, et on commence à travailler sur ce scénario-là, ce qui me semble être la suite logique pour moi de ma collaboration avec Philippa. Et quand il y a eu cette connivence entre vous deux, c'était une connivence selon vos intérêts respectifs, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose en plus, une sorte d'étincelle amicale qui a fait j'ai envie de passer du temps avec cet homme-là longuement sur un long parcours, quel développement d'un film? Déjà, en fait, on travaille sur des objets. Hein. Moi, quand je rencontre Sana, on lit un scénario ensemble, et on fait page par page, et on rentre en relation. Moi, je rentre toujours en triangulation entre c'est des trucs personnels et puis il y a des œuvres. Moi, je passe beaucoup de temps avec les gens, donc on finit par être assez proches. Mais la raison est quand même la question d'une œuvre. Donc moi, je découvre la Guinée, je découvre l'histoire de Sana, parce que ce scénario-là, cette histoire-là, c'est aussi l'histoire de Sana. Donc tu rencontres une personne à travers un texte. Moi, surtout, le souci, je me rappelle que j'avais avec le premier scénario qu'avait écrit Virgile, pour bien le comprendre, c'est que Virgile, il est portugais, en fait. Donc lui, il a une position un peu portugaise aussi sur l'écriture. Donc par rapport au travail qu'il avait fait avec Sana, par rapport aux histoires de Sana, ce que Sana raconte, Virgile mis en forme, je voyais que Virgile, il avait une intention quand même, qui était de montrer la violence, la cruauté des soldats portugais. Oui. Et moi, je trouvais que ça prenait trop de place. Moi, quand je lisais ça, je disais, est-ce qu'on a besoin de... Et évidemment, Virgile, il a une sensibilité politique dans son histoire portugaise, en disant, il faut montrer à quel point la... Mais lui, c'était un peu le point de vue portugais que je trouvais, alors que c'était le point de vue guinéen qui m'intéressait. Et je crois que le travail qu'on a fait ensemble, c'est que progressivement, dans Nomé, émerge un point de vue guinéen où les Portugais disparaissent. Parce que ça devient un conflit intérieur, et ça, je l'ai compris en fréquentant Sana, mais aussi en allant en Guinée, en parlant avec les gens, qu'il y a un conflit de la société intérieure, parce que souvent, moi, ce qui m'a marqué avec Sana, c'est qu'à la fin de plusieurs projections et de talks après Spare Real de Philippa, tu disais, mais tout ça, ça a servi à quoi? Tu l'as dit une fois, deux fois, trois fois. Moi, je suis rien que je suis assez attentif. Et tu n'avais pas l'air convaincu parce qu'il y avait quelque chose de très enthousiasmant. À Berlin, les gens adoraient le film, disaient, mais c'est dingue ce cinéma guinéen, machin. Et Sana disait, ouais, mais bon, ça a servi à quoi tout ça? Et tu avais, je me rappelle, à l'époque, un côté un peu amer par rapport à ce qui en sortait. Je suis encore un peu. À chaque fois que je parle de ça, que je fais des films jusqu'à aujourd'hui, parce que je me sens obligé de faire un peu plus de ce que Cabral nous a demandé. C'est que les gens de ma génération, ceux qui ont combattu pour la Guinée-Bissau existent, ils n'ont pas vu. Il y en a plein qui n'ont pas vu. Et moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, c'est que les gens m'ont raconté la quantité de personnes de mon village, de tout ce que j'ai connu pendant les 11 années, la quantité de gens qui sont maîtres déficients physiques, borgnes, fous, de tout cela, mais je trouve très peu ce qu'on a fait pour le pays. Alors je me demande à quoi sert l'indépendance. Bon. Il y en a qui vont penser que peut-être je suis un défaitiste. Bon. Mais c'est ça que nous, on a apprécié dans le film aussi. Ça m'indigne. C'est des gens qui parlent aujourd'hui au nom de la Guinée-Bissau, qui en font ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on a subi pour ça. Ça a pris 11 années. Bon, pour revenir à Olivier, moi, j'ai l'habitude de dire que les personnes, les gens, dès qu'ils commencent à écrire, ils se livrent. Alors, je voulais faire 3 films sur la guerre. J'en ai fait 2 seulement. À chaque fois que j'écris, je dois renoncer à la fin. À la fin, quand le film est prêt, je trouve que j'ai laissé pas mal de choses derrière. Le premier a été très dur, parce que j'ai dû l'écrire moi-même, après avoir fait une partie avec David Lang, en français. On a fait le premier traitement de 10 pages. Quand je me rappelle avoir écrit des choses que j'ai vécues quand j'étais petit, avant la guerre dans mon pays. J'avais mis des choses là. Mais David Lang était devenu rouge. Mais c'est humainement possible, ça.
C'est ce que j'ai pu voir, moi, enfant. Mais il y a des choses que le papa, mes oncles m'ont raconté. C'est pire que ça. Moi-même, je ne créerais pas ça pour un film. Et à chaque fois, à la fin du film, moi, je ne suis pas satisfait, ce n'est pas ce que j'avais en tête, mais je vois que les gens acceptent ça. Moi, je suis le premier à être surpris. Parce que c'est facile de dire que vous êtes le méchant, mais ce n'est pas facile de dire que moi-même je suis méchant. Oui, ça arrive. C'est ce qui me fait penser à nommer. Donc, j'ai été très aidé par Virgile. Pour lui, c'est très facile de s'autocritiquer. Mais moi, pour moi, c'est très facile de critiquer. Mais je ne suis pas dupe. J'ai vu pas mal de choses qui ont été faites au nom de l'intérêt du conflit d'indépendance. Ce n'était pas très catholique. Donc je vois ça. Alors, j'ai beaucoup de dilemmes quand j'écris. Donc j'ai besoin de quelqu'un pour lire ce que j'écris. À la fin du film, je vais être là dans le montage, comme dans l'écriture. Je vais être là impliqué. Mais quand je travaille j'ai travaillé déjà avec Virgile dans notre script sur un film plutôt historico-culturel, avant celui-là. Quand j'ai travaillé pour la seconde fois, pour la deuxième fois, j'avais une troisième version qu'on a travaillé avec Virgile. Moi, j'avais deux versions avant. On a travaillé une première fois, et puis ça n'a pas passé dans le concours. J'ai évalué un peu mes couleurs pour que ça puisse passer. Avec Olivier, c'était mieux. Je crois que c'était ce qui a fait qu'on a eu finalement le financement. Oui, parce qu'on a aussi écrit, c'est une partie de la production, on a aussi travaillé l'écriture pour passer des commissions de manière un peu moins poétique. Mais il y a deux choses en fait. C'est que pour moi, d'abord, c'est écrit sur des périodes assez longues. C'est aussi, comme moi, il y avait aussi des sensibilités particulières. Il vient avec un scénario. Comme ça s'est passé, ça se passera aussi dans la discussion après la projection. Ça s'est passé pendant le montage avec Sarah, sur le tournage avec les acteurs. Sana aussi, il a un fonctionnement de réminiscence, c'est-à-dire à chaque fois qu'on revient sur le travail de réaliser, quelle que soit l'étape, reviennent toutes les histoires. Donc tu parlais aussi du rapport amical. Pour moi, je découvre qui est Sana à la lecture du scénario, non pas en juste le lisant tout seul, mais en lisant avec lui. Parce qu'à chaque fois qu'on le lit, Sana, il m'ouvre toute la vaste histoire qui mène à une scène. Ce détail-là, c'est encore une histoire très vaste et qui fait... Donc quelque part, comme tout fonctionne chez lui sur des réminiscences qui vont être remises, créées dans des personnages, des gestes, des situations particulières, ce moment, moi, de lecture me permet vraiment d'entrer, en fait, dans l'histoire de Sana, de commencer à le connaître, de commencer à le comprendre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, jusqu'à présent, je connaissais, Sana par le filtre de Philippa, qui, elle, a une position différente de moi pour des questions de l'histoire portugaise avec la Guinée. On vient pas des mêmes mondes, en fait, mine de rien. Même si, pour Sana, on est des Européens, nous, on sait qu'on vient pas du tout du même monde, en fait. Donc, moi, mon père a été militaire de carrière, a combattu dans des guerres coloniales. Donc, voilà, il y a aussi une histoire qui n'est pas du tout le même que celui de Philippa, parce que son père a été engagé de force, mais mon père, il était militaire de carrière professionnelle. Donc c'est complètement une autre histoire, parce que dans les contingents français, les Antillais ont massivement été recrutés, et l'État français est en train de refaire la même chose avec les Outre-mer. Le futur contingent, la future armée que veut faire Macron, c'est avec nos territoires qu'ils veulent la faire, puisqu'en fait, l'école se casse complètement la gueule, les chiffres de chômage sont énormes, et ils veulent rien faire pour l'améliorer, ils veulent que l'armée remplace l'école chez nous. Je le dis, j'en profite. C'est vraiment la vision de dire les chiffres, voilà, les femmes seules avec enfants, les chiffres, tous les indicateurs sociologiques de grande pauvreté sont très très hauts dans nos territoires. Et la solution, c'est l'armée. Ça l'était à l'époque et c'est en train de redevenir.
Donc effectivement, quand vous allez avoir des engagements dans des conflits, je sais pas, on n'en parle jamais, mais l'ex-Yougoslavie, par exemple, c'est massivement des soldats antillais qui ont été combattre en ex-Yougoslavie, etc., etc., etc. Donc nous, la question de l'armée, c'est pas du tout un truc qu'on ignore, parce que tout le monde a quelqu'un dans la famille aux Antilles qui a été dans l'armée française pour les bonnes et de mauvaises raisons, mais souvent pour socialement juste se sortir d'une situation très précaire. Là où, effectivement, l'école, à 16 ans, quand on est on est en échec scolaire aux Antilles, on cherche pas à te remettre dans l'école. Donc c'est aussi ça qui est vraiment terrible en termes structurels, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une paupérisation qui est envoyée vers des systèmes dont l'armée est vraiment le premier récipiendaire. Donc du coup, moi, j'aborde pas la question de la même manière, et donc quand je vais lire le scénario de Virgile, ou quand je vais rencontrer Sana, mais en dehors d'une triangulation avec Philippa, je découvre une autre personne. Et on a un autre rapport, parce qu'il y a beaucoup de choses lesquelles j'ai pas peur. J'ai pas peur qu'il y ait une chose. Je suis pas étonné de cette chose-là. Ça me fait pas. À l'inverse, je trouve que dans le scénario de Virgile qu'on lit ensemble à Berlin et qu'on commence à travailler, il y a beaucoup trop de violence explicite. Et ça, c'est voilà. On arrive à un truc. Je leur dis, les amis, on est dans les années 2020. Je pense pas en fait que des actes, tu vois, on sera dans le scénario au départ, il y a cette scène-là où on voit Nambou voir dans son miroir une scène, et donc on l'a complètement, on l'a rendu vraiment indirect. La scène dans le premier scénario, elle est écrite de manière relativement directe et relativement cruelle. Et là, je me pose la question de quel intérêt de faire ça. Moi, je connais aussi la population d'aujourd'hui, notamment les populations noires européennes. Et leur désir d'arrêter de voir de la violence sur des corps noirs en disant ça nous apporte plus rien, c'est plus ça qu'on veut voir. Et le film, je pense, aurait perdu à avoir... Mais ça, c'est l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. C'est mon rôle en tant que producteur, ancré dans une société et dans un monde aujourd'hui, de dire à Sana, tu sais, ça va pas bien passer chez nous. Et ça va pas aider, en fait, le film. Et donc la violence, elle va être à la fois plus symbolique, on va la ressentir parce qu'elle est là, mais elle est aussi... on voit que tout est violent parce que finalement la trahison des guerrieros, c'est aussi une grande violence. Que moi je trouve que la scène au bar où To vient à la fin et qu'il lui jette le verre, pour moi c'est une des scènes les plus violentes du film. On n'a pas besoin d'avoir... La violence de la guerre ne peut pas non plus nous aveugler sur des violences sociales qui sont ce qu'on vit aujourd'hui. Et moi je trouve que le film, je voulais aussi qu'il soit contemporain. C'est un faux film historique pour moi parce que c'est quand même un film qui parle d'aujourd'hui. Parce que en Guinée, mais de manière générale, dans les pays où il y a eu des luttes et où les gens ont trahi les luttes, et qu'il y en a qui continuent à y croire, et puis ceux qui sont cyniques. Et on voit que dans ce film-là, personne n'est gagnant. Il n'y a aucune attitude finalement qui... Et ça pour moi c'était important parce que voilà, je viens aussi d'une histoire en fait qui est liée aux luttes, et que le film essaie d'analyser de manière extrêmement sincère le rapport à la déception. Et je trouve ça plus important, en fait, que de montrer la violence de la guerre dans ce cas précis-là, en fait. Je trouvais que c'était... Le film tend plus vers ce moment déceptif, parce que c'est un film de guerre et d'après-guerre, les deux, mais où la guerre, au départ, prenait beaucoup d'importance. Comme dit Sana, il voulait faire 2 films. Donc il voulait faire un film de guerre avant et un film d'après-guerre. Sana, synthétise ces 2 films-là. Donc forcément, on a dû travailler sur les équilibres, mais je trouve que faire comprendre l'après-guerre, qui est bref dans le film, mais qui était un peu intense, était pour moi un truc qui nous parlait d'aujourd'hui et qui rendait le film plus contemporain aussi. Léo, toi, tu avais une question. Oui, une question qui s'adresse à vous deux au sujet de la mise en scène de Nomé. J'étais allé voir Nomé au TNB pendant le festival Travelling. Et Olivier, tu avais mentionné un terme qui m'a un peu marqué après séance, qui était le terme de précarité du film. Parce qu'en tant que spectateur, jamais ça m'était venu en tête, jamais ce mot-là n'était associé à ce film. C'est-à-dire que pour moi, j'avais vu un film plein comme un œuf, et j'avais même vu une très grande richesse d'artifices de mise en scène, notamment sur le premier quart d'heure du film, où le premier quart d'heure, on va dire que c'est quasiment à chaque plan de nouvelles idées et chaque plan une façon différente de mettre en scène. D'une certaine manière, chaque plan était un petit monde en soi, avec, je n'ai pas cité tous les usages techniques, mais on a des objectifs déformants, on a des filtres, on a de l'éclairage au miroir, etc. Et la première question, donc Sana, elle est pour toi, c'est j'ai vu dans le film une évolution de ces procédés-là,
avec un premier tiers qui est consacré à la vie de village et qui est extrêmement riche visuellement. Et plus le film va s'urbaniser, plus le personnage de Nomé aura un comportement que moi j'ai assimilé à un comportement d'occidental, de quelqu'un qui profite de la richesse d'un pays, plus la mise en scène va perdre aussi en inventivité, et plus elle deviendra un peu fonctionnelle d'une certaine manière, à suivre le récit. Donc là, ma première question, c'est comment, déjà, si mes impressions sont justes, et ensuite, comment est-ce que tu as travaillé ça avec ton chef opérateur? Et ma deuxième question, elle était dédiée pour toi, Olivier, c'était justement sur qu'est-ce que tu entendais par ce terme de précarité, qui pour le coup ne se voit pas du tout à l'image. Et je me suis demandé si ça avait un rapport un petit peu avec l'aventure en soi qu'avait représenté ce tournage, le fait de tourner en Guinée-Bissau, le fait que l'équipe soit malade, etc. Voilà, donc j'avais plein de suggestions, mais je ne savais pas si c'était les bonnes ou non. Je vous ai dit que je suis de l'intérieur du pays. Et des gens qui sont venus de Bissau, dont un d'eux s'appelle Gaëtan Semedo, m'a pris en 64. Avant mes 14 ans, il m'a pris pour m'avoir avec lui dans la base. Où sont les guerriers, les hommes armés? C'est ceux qui font la guerre. Mais la population de mon village était là, aux alentours, dans le même contexte, dans le même brousse. Et moi, je ne servais à rien, absolument à rien. Je n'étais pas combattant, je ne pouvais pas porter une arme. Mais j'étais là, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai entendu beaucoup de choses. Les gens disaient, il y avait beaucoup de jeunes. Les jeunes, c'est les jeunes qui sont là. Les vieux sont restés un peu à l'écart. Les gens disaient, à chaque fois qu'il y avait une petite impasse, une petite friction, les gens disaient, quand la guerre sera finie, ce ne sera pas comme ça. Mais c'est comme ça, là, je ne connaissais pas, je n'avais aucune idée. Donc, quand la guerre est finie, M. Carlos a chanté, il a dit, il a chanté, appelé, c'est-à-dire jeune fille abandonnée. C'est le thème de Nambou, engrossé. Il y en avait beaucoup de jeunes filles engrossées dans le maquis. Comme il y avait, le mot demain n'existait pas, on ne savait pas demain de quoi il sera fait. Peut-être, ce qui était sûr, c'est il était probable que demain n'existe jamais pour nous. Non, on n'avait jamais pensé qu'il y aurait une indépendance comme ça. Le 25 avril nous a surpris. Donc, quand la guerre est finie, j'ai commencé à comprendre ça. Donc, je suis allé chercher Gaëtan Semer, qui m'avait pris à ma mère. Il était le chef militaire de la zone l'Est du pays. J'ai passé 3 mois avec lui pour qu'il m'explique des choses que j'avais vues beaucoup, dont il avait oublié quelques-unes de ces choses-là. Mais je lui demandais des explications. Donc, j'ai senti insensiblement pourquoi, quand les gens, nos chefs qui venaient de Bissau, nos dirigeants dans la guérilla, pas Amilcar Cabral, non, les gens qui étaient là, qui se combattaient tous les jours, auprès desquels j'évoluais, j'étais là. Quand ils se chamaillaient, quand on voulait les séparer, ils nous disaient non, ça ne vous regarde pas. Entre eux, ils se chamaillaient, même, ils se menaçaient, mais ils ne se tiraient jamais dessus. Personne ne faisait ça. Mais ils se chamaillaient beaucoup, ils se mésentendaient. Mais nous, quand on va intervenir pour les séparer, ils disent non, ça ne vous regarde pas. Donc j'ai voulu comprendre ça. C'est comme ça que j'ai découvert des choses que Zé Carlos a chantées. Il y a beaucoup de filles qui ont ils avaient une vie matrimoniale avec les dirigeants, et de nous aussi, le village. Mais quand ils sont arrivés à la fin de la guerre, ils sont revenus dans leur pays, qui est Bissau. Ils ont lâché ces femmes-là avec les enfants. Ils ont trouvé d'autres femmes, qu'on dit civilisées, qui savaient entrer et savaient sortir. C'est Zé Carlos qui a chanté ça. Donc, quand je pense au personnage de Nomé, c'est ça.
Dans la guérilla, il était très gentil, très comme il faut, sinon il ne serait pas là. Quand la guerre est finie, bon, il y a une distance. Vous vous croisez dans la rue et vous voulez faire des effusions comme on faisait dans la brousse, on s'embrassait, tout ça. Ouais. C'est déjà, quand on parle de violence non physique, c'est ça. Vous avez dans un trottoir, quelqu'un change de trottoir parce qu'il t'a vu. C'est très violent ça. Donc les gens qui étaient leurs camarades, qui leur lavaient des habits, qui les faisaient la cuisine, qui les offraient à boire, à manger, maintenant, à Guinée, on a retrouvé l'ethnie. Nous avons lutté pour un pays, nous avons un État. Moi-même, j'ai oublié d'apprendre à mes enfants ma langue maternelle. Ils ne savent pas. Non, j'étais guinéen. Des gens comme moi, ou plus âgés que moi, ou plus jeunes que moi, maintenant ils ont une ethnie. On se replie dans l'ethnie, parce que l'État n'existe pas. Alors, tout ça, ça fait penser à nommer. On se couchait ensemble, on mangeait ensemble, on avait la faim, on a fait la faim ensemble, on mourait ensemble, on s'enterrait ensemble. Et puis maintenant, on a les ethnies. C'est ça. Quand je pense, les gens que j'ai filmés, ce ne sont pas des acteurs professionnels. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas un grand cinéaste, je ne suis pas cinéaste. Je fais des films, je ne me considère pas comme un cinéaste. Donc, je leur parle beaucoup, j'explique mon monde, pour qu'on le laisse le temps. Il ne faut pas répéter beaucoup, parce que ça tue la spontanéité. Donc, je parle beaucoup. Et puis, je parle à Jean Ribert, l'opérateur caméra. Le pauvre, il me supporte beaucoup. Je lui explique tout ça. Et puis, normalement, si c'est moi qui écris le scénario, j'écris de telle façon que quand vous lisez, vous n'avez pas à vous demander quel objectif vous utilisez. Vous avez, c'est clair. Donc, je n'ai pas envie de me mettre en avant, de montrer que je suis le chef. Non, je peux mettre la caméra ici, on ne discute pas. Par exemple, Nambou, je l'ai connu peut-être une semaine avant de commencer le tournage. Elle était très anxieuse de savoir. Elle m'a harcelé tout le temps pour savoir comment se comporte. C'était la seule comédienne professionnelle, non Oui. Oui. Bon, Martha, la mère, elle a fait un autre film. Okay. Bon. Mais on a beaucoup répété, beaucoup pendant longtemps, pendant des mois. Mais comme le film, le scénario change de version, parfois on se perd. Là, moi je le sais, bon, vous n'avez pas à dire exactement le dialogue. Vous faites, je leur donne une idée de ce qu'ils vont dire. Et puis ils diront approximativement ce qui est écrit. Mais il faut que ça ait un sens. Bon. Mais pour revenir à Olivier, quand on a eu le Covid dans l'équipe, moi pendant tout le tournage, j'ai pensé qu'un jour ils vont dire, bon, on ne peut plus continuer à filmer. C'est mon souci. J'avais peur de dire, non mais attends, le plan X, il faut le répéter. J'avais peur de faire ça. Un jour, l'opérateur caméra, il était prostré complètement. Il était malade. Je n'osais même pas le demander. Alors, Angela, l'assistante, m'a dit, mais tu crois qu'il va continuer? C'est moi qui le demande, à Angela. Là, finalement, Jean, il a entendu. Il dit, oui, mais on va filmer, on va faire. Et puis, il y a à la fin, avant de tourner la dernière journée, Olivier était déjà là, l'équipe était... Et ils ont oublié qu'ils parlent en anglais. Moi, je n'ai jamais entendu ce qu'ils disent. Tout le monde parlait en anglais, Olivier a écrit. Mais j'étais sur la... C'était avant le dernier jour.
Il fallait faire un effort. Non, c'était 2 jours. Il fallait faire un effort pour finir le film. Et moi, je me suis dit, bon, c'est fini. Et comment finir? Quel final on va filmer? C'était très dur. C'est de pouvoir compter avec quelqu'un qui fait face, parce que moi, je n'aurais pas pu. Et il a tenu l'équipe. Oui, c'est grâce à lui. Après le tournage, les gens sont restés là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas voyager. Oui, parce qu'on avait des gens qui étaient encore positifs au Covid dans l'équipe et il n'y a pas de protocole de rémission en Guinée. Donc si tu n'as pas de test négatif, tu ne peux pas quitter le territoire. Sauf que tu peux être positif au Covid à l'époque, on ne se rappelle plus, mais très longtemps après avoir été remis. C'est pas 10 jours après. Là, ça n'existait pas en Guinée. Après, ce qui était intéressant en ce moment-là, c'est que les moments d'épreuve, ça permet de travailler sur une autre dimension des projets. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait de faire des projets artistiques, culturels, c'est vraiment un endroit qui intéresse pas beaucoup de gens, en fait, je dois dire. C'est vraiment le rapport relationnel et infrastructurel. Pour moi, en fait, c'est comment les choses se passent qui sont importants. Parce que normalement, si les choses se passent d'une certaine manière, le résultat, il a une certaine qualité, il est impacté par la manière dont ça se passe. Donc là, on a eu ce moment de crise qui a finalement qui a serré les liens, puisque les chefs des postes sont tous le Covid. Bing. Et là, il faut discuter avec tout le monde. Après 7 semaines et demie de tournage en Guinée, c'est quand même éprouvant, parce que c'était quand même, au niveau climatique, il faut avoir l'habitude quand même. Et va retourner en Afrique, ce n'était pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est éprouvant, on a tourné une grande partie en brousse, et puis la partie en ville a été presque un relâchement, si tu parlais de ces 2 parties-là, mais tourner en ville, pour l'équipe, c'était un relâchement par rapport à la brousse, qui est exigeant, hein, en termes d'insectes, en termes de température, en termes de... Tu fais des journées où le soir, il dit à la douche, te sauve la vie, tu as l'impression que tu renais chaque jour. Donc, arrivé en ville, tout le monde était quand même un peu plus détendu. Et après, je vais te parler aussi des éléments, justement, pourquoi je parlais de cette précarité-là. Mais là, ce moment de crise-là, effectivement, il a fallu trouver un moyen de parler avec tout le monde individuellement et collectivement pour dire il nous restait l'équivalent de 2 jours et demi de tournage. Ça a été tourné dans l'ordre? Non, c'est pas vraiment tourné dans l'ordre parce qu'en fait, il y a toutes les scènes de brousse. Après, on quitte la brousse et on fait que la ville, tu vois. Donc, évidemment, on a l'impression qu'on est qu'en ville, mais en fait, il y a un site pour le village de début. Il y a vraiment des parties pour le camp militaire, c'est pas les mêmes endroits. Il y a le fameux arbre à pain où accouche Nambou, que Sana avait à l'esprit, donc il a fallu chercher jusqu'à ce que l'équipe désespère de trouver l'arbre que voulait Sana exactement. Encore une fois, on a des conditions climatiques et tout qui sont un peu extrêmes. Donc déjà, je pense que quand on voit un film, on oublie en fait les conditions. La Guinée, c'est un très très beau pays, je veux dire, en termes de la nature, mais la nature est exigeante, quoi. C'est-à-dire que quand il y a toute une saison, il pleut et on ne peut pas filmer, on ne peut filmer qu'en saison sèche. Et la saison sèche, c'est du jour au lendemain, il arrête de pleuvoir, il fait très chaud, tout s'évapore. Et voilà, il y a les 80-90% de taux d'humidité. C'est vraiment un truc où c'est des climats tropicaux, où c'est extrêmement exigeant. Moi, j'ai l'habitude pour avoir tourné dans d'autres régions. Certains de nos techniciens n'avaient pas tout à fait l'habitude. Donc, en fait, là où c'est précaire, c'est qu'en fait, c'est un assemblage de choses. Le film est tourné en Guinée. En Guinée-Bissau, il n'y a pas d'industrie du cinéma comme il peut y avoir au Sénégal. Dans la région, c'est vraiment le Sénégal qui a développé technologiquement des équipements pour les tournages et pour la post-production, etc. En Guinée, on a un pays qui est beaucoup moins, on peut le dire, pas équipé pour faire du cinéma. Donc déjà, tout le matériel doit venir de l'extérieur. Donc, cas de figure. Donc la lumière descend du Sénégal 24 heures en camion avec des techniciens sénégalais qui ramènent la lumière, puisque Jean Ribeiro, vous l'avez vu, éclaire même en plein jour, puisque son travail cinématographique est basé sur la création d'une espèce d'ambiance clair-obscur. C'est très simple à la fois et à la fois très radical. Il travaille directement avec le soleil, non? C'est ça? Non, c'est hyper éclairé. Le film, il est éclairé en plein jour. Il y a des projecteurs énormes qui éclairent toutes les scènes, c'est pour ça. Je pensais que c'était au miroir. Moi, non, c'est extrêmement éclairé en fait. Okay. C'est justement ça. Et donc, il faut trouver un camion électrique qu'on met suffisamment loin et hors du plan pour avoir des projecteurs qui envoient beaucoup de lumière. Parce que c'est comme ça qu'ils travaillent pour créer des ombres. Parce qu'en fait, le problème des pays très ensoleillés, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire que tu peux tourner sinon 2 heures par jour, un peu le matin, un peu le soir. Si tu veux faire des journées avec un film comme ça, on est forcé de créer de l'ombre artificiellement et donc d'éclairer.
Donc il faut ramener du matériel qu'il n'y a pas dans le pays. Deuxième problème, qui est un sujet du film, le transport par container est impossible, puisqu'en fait le système portuaire est complètement corrompu. Donc tout le matériel de tournage est transporté en bagage à main, quoi. Donc chaque personne a 5 bagages à main et on remonte tout un équipement cinéma. Et je peux te dire, avec à la retour du bagage perdu là-bas, la table qui marche pas, c'est extrêmement précaire. À côté de ça, après la magie d'avoir effectivement Binette qui vient jouer Nambou et qui emmène les autres dans une dynamique aussi de rôle. Elle a joué aussi un rôle. À la fois elle parle pas créole guinéen comme là-bas, donc en même temps elle se baigne dans la langue et elle met tout le monde dans le même sens. Des acteurs qui sont très volontaires mais qui viennent plutôt du théâtre et qui jouent pas façon cinéma, donc sur lesquels il faut trouver des tons et des manières de jouer, donc etc. Voilà, tout un ensemble de choses qui fait qu'à l'arrivée, il y a un truc un peu magique parce que c'est réussi. Et après, il y a un énorme travail de montage aussi avec Sarah. On a allongé le temps de montage avec Sarah, Sana. On redécouvre les archives qu'on fait revenir. On retrouve des choses, on réinvente des choses au montage, ou qu'on radicalise en quelque sorte par rapport au script. Donc tout ça fait qu'à l'arrivée, quand tu vois la chose à l'image, c'est assez improbable de réussir à faire ça en fait en réalité. Donc c'est, on pourrait dire magique plutôt que précaire, mais quand on dit précaire, c'est juste faire de la précarité une condition de l'inventivité. Donc moi, c'est pas un terme négatif pour moi. À un moment donné, Jean, il a bricolé ses trucs, il teste des choses, on essaie, ça peut marcher, pas marcher. Comme tu dis, il y a des plans où on n'est pas sûr d'avoir assez de temps et tout, donc bon, on le fait une fois, 2 fois. Il y a des plans hyper importants où les scènes de fin avec Binette et les femmes, allez, on le tourne 1 fois, 2 fois sur un deuxième plan, mais c'est très limité. On n'a pas de marge de manœuvre, quoi. Le Covid arrive, le montage doit être fait. On rencontre Emna Schwartz qui fait la musique et d'un coup la musique nous emmène complètement ailleurs. On reprend le montage qui avait été fait à partir de la musique, on change vraiment. Donc tout ça, c'est des espèces de coïncidences qui ne sont jamais des coïncidences et sur lesquelles, en tant que producteur, il faut toujours être dans le sens de ce qui se passe et ne pas avoir trop d'attendus. Et là, c'est un truc précaire, mais moi, mon travail a toujours été précaire. C'est-à-dire, j'ai toujours une relation à dire, moi, les choses, je ne me projette pas, en fait, sur ce que ça va être. Mais j'essaie de suivre les courants. La musique de Remna nous a réouvert le film alors qu'il était déjà tourné, déjà pré-monté, déjà machin. Et puis la musique arrive et puis mince, on prend une autre direction, il faut le faire. Ça veut dire qu'il a fallu... on a passé beaucoup de temps à la post-production. C'est un film très post-produit, pas en effets spéciaux, il y en a un petit peu, mais beaucoup en tentative de montage, en expérimentation. Parce que Sana, qui vient du documentaire, dans le montage, il peut encore se passer beaucoup de choses alors que le film est très écrit et très découpé. On pourrait se dire, les jeux sont faits, quoi. Parce que de toute façon, toutes les scènes sont écrites, découpées dans l'ordre. Et en fait, pas tant que ça. La phase du montage réinvente quelque chose dans le film. Et je pense radicalise les intentions. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est hyper frustrant pour nous parce qu'on pourrait parler encore de beaucoup de choses. On aura l'occasion de reparler du montage de Nomé parce qu'on va recevoir dans l'émission Sarah Salem, qui sera accompagnée aussi de Léa Morin, qui était documentaliste sur le film. Donc ce sera une émission plutôt basée sur le montage, justement le rôle des archives aussi et tout ça. Donc merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et auditeurs, auditrices, on ne peut que vous recommander de vous renseigner autour de chez vous pour voir ce film. Et puis vous pouvez retrouver l'émission sur Canal B et sur YouTube sur la chaîne Le Cinéma est mort. Merci beaucoup. Merci Léo.